L'objectif de cette table est donc de mettre en perspective les propositions débattues toute cette semaine afin d'identifier différents leviers permettant de renforcer la protection environnementale et de faire face à la crise écologique. Je tiens à remercier les intervenants des capsules vidéo et nous excuser par avance de ne pas pouvoir tous les mentionner dans cette brève mise en perspective. Nous avons essayé, avec les différentes vidéos mises en ligne, de couvrir un maximum des thématiques impartant des propositions du rapport de la double inspection. Nous n'avons certainement pas épuisé les sujets et j'espère que ces moments de débat nous permettra d'ouvrir encore le spectre sans perdre de vue les besoins d'esquisser des propositions claires qui puissent se traduire par des améliorations concrètes dans la mise en œuvre des outils juridiques déjà existants et par la création d'outils juridiques nouveaux grâce à des réformes législatives ambitieuses. Pour lancer cette mise en perspective, nous avons choisi deux angles. L'un est celui de l'internationalisation de la protection de l'environnement. Toute réforme du droit interne doit être pensée en articulation avec les évolutions du droit international. L'autre est celui, dans un contexte de mondialisation, du rôle et de la responsabilité des acteurs économiques. D'ailleurs, il faut éviter d'aborder ces deux angles de manière parallèle parce qu'ils n'évoluent pas en vase clos, mais en synergie, en articulation. La prévention, la répression et la réparation des atteintes à l'environnement revêtent intrinsèquement une dimension transfrontière, transnationale, voire mondiale. La vidéo de Sandrine Maljean-Dubois sur les enjeux internationaux de la protection de l'environnement est très éclairante sur les caractères globaux des perturbations écologiques, menaces environnementales perçues d'abord comme locales, mais qui sont notamment, depuis les années 80, appréhendées comme menaces globales. Pardon, j'ai dit menaces locales ont été appréhendées et maintenant deviennent des menaces globales, ce qui traduit la notion des limites planétaires. La plupart des menaces revêtent un caractère global, même si à l'origine, elles sont localisées. Le droit international de l'environnement s'est déployé, mais les corpus normatifs existants est-il suffisant? Au niveau mondial, les efforts doivent être tournés vers une meilleure mise en œuvre des outils existants ou vers l'adoption de nouveaux instruments. Je pense au projet de pacte mondial pour l'environnement dont la France a été fer de lance. Yann Aguila pourra peut-être nous en parler. Toujours dans cette ligne de raisonnement, la création d'une nouvelle instance juridictionnelle ad hoc serait-elle pertinente ou faudrait-il envisager d'autres pistes comme la juridiction internationale obligatoire de la Cour internationale de justice ou pour des tribunaux arbitraux ad hoc, c'est-à-dire multiplier les déclarations des consentements préalables des États. D'autres pistes sont aussi évoquées dans les cadres de cette vidéo. Pour le niveau européen, il faut tout d'abord évoquer l'angle mort du rapport de la double inspection, qui est celui du système européen de protection des droits de l'homme. Laurent Famboustier, ce matin, nous a parlé des parents pauvres et il a ouvert les débats sur cette question. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà statué sur environ 300 affaires relatives à l'environnement, couvrant des domaines très divers. Et elle commence à être saisie d'affaires climatiques. Il ne faut donc pas oublier le potentiel des systèmes régionaux de protection des droits de l'homme qui peuvent être mobilisés pour la protection de l'environnement. C'est ce que certains auteurs ont appelé des verdissements ou environnementalisation des droits de l'homme. Toujours au niveau européen, l'Union européenne a un rôle important à jouer en matière environnementale. Son pacte vert en témoigne. Anaïs Berthier l'a évoqué ce matin. L'Union européenne possède un droit dense en la matière. La Cour de justice de l'Union européenne a
une compétence obligatoire. La vidéo de Stèle Brosset nous en éclaire. Anaïs Berthier nous a donné beaucoup d'éléments sur ses droits et sur son manque d'effectivité. Une question qui n'a pas été posée ce matin, mais qui a été soulevée dans les cadres des vidéos mises en ligne, est celle du parquet européen, qui n'a pas de compétences en matière environnementale. Une extension de ces compétences serait-elle envisageable? Donc, il semble nécessaire de se pencher sur les articulations entre ces niveaux supranational et national, et aussi être attentif au rôle qui pourra jouer le juge national, peut-être un juge national spécialisé, et à l'étendue de ses compétences. Serait-il doté d'une compétence universelle? Serait-elle que pénale ou aussi civile? La vidéo de Fabien Marchadier nous a éclairé cette semaine sur cette piste. Si l'on passe au deuxième axe ou angle, celui du rôle et de la responsabilité des entreprises en matière écologique, il a pu être abordé par plusieurs intervenants cette semaine. Par exemple, les vidéos tournées avec Juliette Ricot, Olivier Gourbineau sur les aspects de droit pénal, mais aussi celles tournées avec Jean-Baptiste Perrier sur la CEGIP et à la proposition d'extension de cette convention à la matière environnementale. Il a pu être abordé aussi dans la capsule que nous avons appelée une capsule vidéo de contextualisation qui met en exergue les interdépendances entre l'économie, le social, l'environnemental. Baudouin-Roger et Olivier Favreau plaident pour un rapprochement entre l'économie et le droit, en nous mettant en garde sur le besoin de surveiller l'interprétation des règles juridiques pour qu'elles ne soient pas dénaturées. Ils évoquent la révolution intellectuelle qui peut représenter la loi Pacte si elle s'épanouit et son potentiel à raccrocher l'entreprise à l'ensemble de la société avec un S majuscule. Donc il y a des prévisions dans cette loi d'une obligation générale de gestion responsable, la consécration légale d'un intérêt social élargi aux considérations sociales et environnementales. Nous avons parmi nous aujourd'hui Alexandre Rambaud qui pourra partager avec nous encore d'autres pistes, d'autres leviers liés au système comptable. Alexandre Rambaud porte un projet de recherche ici au Collège des Bernardins. La dimension symbolique du droit a été évoquée à plusieurs reprises cette semaine, et notamment en se référant à cette loi, la loi Pacte, qui modifie les codes civils et dont le potentiel de mobilisation devant le juge reste encore à imaginer. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, s'est beaucoup développée ces dernières années, s'est juridicisée, c'est judiciarisé. Là aussi, les juges ont un rôle important à jouer. Dans leur vidéo, Sébastien Mabille et Jean-Philippe Robet nous ont éclairé sur les contentieux de la prévention, un contentieux à investir, un contentieux fondé sur la loi sur les devoirs de vigilance, qui est un autre outil juridique dont s'est dotée la France de manière pionnière et qui a été évoqué largement ce matin. Des questions restent encore en suspens. Nous avons vu les tribunaux compétents, ensuite le potentiel d'engagement de la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement. J'ai mentionné que le premier angle, celui de l'internationalisation, et le second, la responsabilité des entreprises, évoluent en synergie.
Or, la loi sur les devoirs de vigilance s'inscrit dans un processus de mise en œuvre d'instruments internationaux comme les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et droits de l'homme. Et nous pouvons aussi évoquer les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales. Et cette thématique ne cesse d'évoluer au niveau européen. Anaïs Berthier, ce matin, nous en a parlé. Il y a une grande évolution au niveau européen et aussi mondial. Donc, si j'ai insisté sur les besoins d'articulation entre les différents niveaux, il faut aussi agir sur les différents niveaux. La France a été moteur en matière de transparence, les reportings extra-financiers. Elle a porté ces débats au niveau européen. Une directive a été adoptée en 2014 et est actuellement en révision. Il en est de même en matière de devoir de vigilance dans la chaîne de valeur. La France a été pionnière et les premières affaires relatives à cette loi ont une forte dimension environnementale. Au niveau européen, le commissaire européen à la justice a annoncé au mois d'avril qu'un texte contraignant sur les devoirs de vigilance serait adopté en 2021. Et au niveau mondial, le projet d'instrument contraignant actuellement en négociation devant les conseils des droits de l'homme des Nations Unies est aussi une occasion de renforcer cette notion de devoir de vigilance. Et ces projets de traités couvrent aussi les droits environnementaux. Donc, il faut agir sur différents niveaux. La France a un rôle à jouer. Et avant de passer la parole à Delphine Agoguet, qui reviendra maintenant au niveau national, je rappelle des idées abordées dans la vidéo de Judith Rochefeld sur la capacité d'agir des citoyens, qui est celle d'une justice comme arène de conscientisation, mais aussi l'idée de réterritorialisation, j'ai choisi des mots difficiles à prononcer, du global. Et je te passe la parole à Delphine. Merci Katia. Katia, donc, qui vient d'ouvrir nos débats vers une dimension internationale, en fait, aussi du débat. Elle montre combien le combat à mener est vaste. Alors, j'utilise le mot combat lorsqu'on a préparé un petit peu cette intervention avec Katia. On avait hésité à utiliser ce mot combat en se disant que c'était un peu guerrier peut-être, mais il s'agit bien de ça, en fait, d'une action donc vive, on va dire, à mener sur plusieurs fronts, sur le plan mondial, sur le plan européen, national, local. Donc un combat qui se joue sur différents niveaux, mais heureusement, il existe des jeux d'influence, d'interdépendance, comme tu l'as dit, qui sont présentes. Je prends par exemple, parce que tu parlais d'exemplarité française, à l'heure où le législateur européen s'apprête à réviser la directive 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, on voit bien par exemple que cette convention est décrite comme trop tournée vers la sanction, comme ne privilégiant pas la prévention, la réparation. Et on voit par exemple que cette proposition de notre rapport sur la création d'une convention judiciaire d'intérêt écologique pourrait devenir un mécanisme assez exemplaire de prévention et de réparation pénale au niveau européen. De la même manière, la création d'une juridiction spécialisée pour l'environnement, surtout si elle disposait d'une compétence universelle, pourrait peut-être inspirer d'autres justices nationales dont on a dit ce matin combien elles manquaient d'outils, en fait, pour faire valoir donc les atteintes à l'environnement. Et ce plan international, maintenant, après ce détour vers l'international, effectivement, revenons à nos territoires et réfléchissons à comment atterrir, comment agir. Il y a dans la Convention citoyenne
Une proposition que je trouve assez pragmatique et qui est formulée comme suit. Elle dit: il faut sensibiliser, alors ça relève de l'éducation, mais sensibiliser l'ensemble de la population en reliant compréhension de l'urgence climatique et passage à l'action. Donc dans cette phrase, effectivement, tout est dit. Lorsqu'on informe, on a la nécessité d'agir. Il y a quelque chose qui me frappe aussi. Notre rapport, nous avons mis 9 mois à le rédiger. La Convention citoyenne, des citoyens tirés au sort ont mis 9 mois aussi pour aboutir finalement, dans le même délai, à des propositions qui se ressemblent considérablement, en fait. Donc que l'on soit citoyen tiré au sort ou fonctionnaire de la justice ou de l'écologie, on arrive finalement aux mêmes conclusions, avec la nécessité de voir, on voit bien des acteurs qui sont l'autorité judiciaire, l'autorité administrative, le citoyen. Et donc, on voit bien qu'il y a maintenant un consensus sur cette urgence et qu'il y a une trajectoire, quelque chose, un chemin qui peut être tracé. Donc, Vincent l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on essaie d'établir une feuille de route. Donc, j'ai essayé d'établir 4 priorités qui pourraient être maintenant 4 axes de travail, 4 axes d'action prioritaires donc, pour nous maintenant, en France en tout cas. La première, ce serait d'améliorer la participation citoyenne à la justice environnementale, donc avec un accès au droit de l'environnement qui se ferait maintenant plus au niveau territorial. Donc l'effectivité de l'accès à la justice, comme on a parlé pendant cette première table ronde, ça ce serait le premier point. Là, le deuxième, c'est de travailler sur les évolutions diverses et structurelles de l'autorité administrative, le décloisonnement des polices administratives, la création de comités départementaux de défense écologique, comme c'est prévu dans notre rapport. On a même parlé à un moment donné d'acculturer les préfets aux enjeux environnementaux. Le troisième axe, c'est sans doute la spécialisation, effectivement, de l'autorité judiciaire, avec la création de ces juridictions spécialisées. Donc, et ensuite, peut-être un quatrième travail qui pourrait porter sur le droit de l'environnement lui-même et sur un travail de codification qui serait sans doute nécessaire de commencer, notamment la question du droit pénal et également. Voilà. Donc ça, c'est les 4 points. Ce que je voulais dire aussi, c'est que changer de paradigme, ça ne veut pas forcément dire faire table rase, et qu'on peut aussi effectivement utiliser ce qu'il existe. Lorsqu'on prend l'exemple des comités départementaux ou des points d'accès au droit, et bien maintenant, puisque tout le monde est d'accord sur le principe, comment est-ce qu'on va agir? Comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on part de l'existant? Est-ce qu'on réforme l'existant? Est-ce qu'on réinvente de nouveaux lieux? C'est tout ce travail qu'il va falloir mettre en place, sans doute en interministérialité avec le ministère de la Transition écologiste et la justice, parce que évidemment la justice ne pourra pas faire ça seul. Voilà, donc encore beaucoup de questions. Pour reprendre, partir de l'existant, je prends aussi l'exemple, par exemple, de la médiation. La médiation, c'est un processus que l'on a en partage entre juge judiciaire, juge administratif, collectivité locale, avec ce qu'on appelle la médiation institutionnelle. Ces processus de justice alternative, ils existent déjà. On pourrait tout à fait s'en emparer. C'est un processus qui pourrait fédérer, puisqu'il est partagé par les différentes autorités judiciaires administratives. Il pourrait fédérer, par exemple, des initiatives communes. Donc comment, par exemple, très concrètement, construire demain un réseau professionnel de médiateurs dédié aux conflits de nature environnementale, quelles procédures d'instruction mettre en œuvre pour créer une liste nationale d'experts dédiés, spécialisés dans les litiges environnementaux, de manière à ce qu'ils soient indépendants. C'est des questions très très concrètes qui sont dans notre rapport et qu'il va maintenant falloir mettre en œuvre. Donc beaucoup de questions encore qui sont devenues, ces propositions, elles sont un peu devenues notre affaire à tous, à toutes. Et puis surtout, maintenant l'affaire de
de cette seconde table ronde. Merci à Katia et Delphine pour cette présentation inspirée, on va dire, des différentes interventions que vous pourrez retrouver, donc qui ont été filmées. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette seconde table ronde qui avait un petit peu pour objectif général de prendre un petit peu de champ par rapport aux propositions et aux 21 recommandations des rapports des inspections, du rapport des inspections. Dans ce contexte aujourd'hui, face à l'urgence climatique, alors on parle d'urgence climatique depuis des années, ça fait quand même des décennies qu'on sait aussi que cette urgence est là, mais on a vu quand même ces dernières années de la créativité s'exprimer dans le domaine du droit et de la justice, qui n'aboutit pas toujours. On a évoqué ce matin des notions comme le bien commun planétaire, qui s'articulent avec des préoccupations beaucoup plus locales. Les expériences de droit reconnues à des éléments de la nature, la question du droit des générations futures, dont on débat beaucoup et qui a été aussi abordé par le rapport, même si on ne l'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent. Katia Martin-Chenu a rappelé également, et d'autres intervenants l'ont fait, tous les enjeux sur le devoir de vigilance des entreprises. D'autres enjeux sont importants sur la question de la responsabilité et de l'imputabilité des atteintes à l'environnement. On voit qu'il y a quand même eu un foisonnement. Maintenant, comment, vous l'avez dit, comment rendre opérationnelles ces innovations, ces idées, et comment enfin peut-être donner au droit et à la justice toute sa place et les moyens d'assumer sa responsabilité par rapport à la crise environnementale. Enfin, la crise donne l'impression que c'est un moment, donc c'est pas le bon terme, puisque là, on est dans un mouvement qui est sans doute son origine dans la fin du 19e siècle, mais qui est un mouvement beaucoup plus de long terme et non pas une crise passagère. Alors, pour évoquer l'ensemble de ces enjeux, donc j'accueille Guy Kulitza, membre de la Convention citoyenne pour le climat. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Alexandre Rambaud, maître de conférence à Groupe Aritech et qui est également co-directeur du département de recherche économie et société du Collège des Bernardins. Yann Aguila, actuellement avocat, ancien conseiller d'État, qui préside la commission environnement du Club des juristes, mais qui a également été co-initiateur du pacte mondial pour l'environnement. Et Mireille Delmas-Marty, j'ai envie de dire, nous ne vous présentons plus, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je vous propose, Monsieur Kulitza, de commencer et de prendre la parole. Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité à la dernière minute. Alors, effectivement, je suis qu'un citoyen et je ne suis pas habitué du tout à ce genre d'événement et encore moins en présence de spécialistes du droit que vous êtes. Et c'est vrai que je me sens peut-être pas forcément à ma place, et je dirai après pourquoi. Et c'est pourquoi je vous prie de m'excuser par avance si j'ai une parole hésitante ou si je traite mes sujets dans le désordre. Mais c'est parce que, en fait, je suis plus un réactif qu'un actif. Et d'ailleurs, je suis retraité, donc je ne suis plus actif. Et ça correspond assez bien à mon état d'esprit de maintenant. Je ne suis pas habitué à ce genre d'événement. Et pourtant, la présence du citoyen me semble extrêmement importante dans toutes les strates de la société, et notamment au niveau du droit. La Convention citoyenne elle-même est un exercice démocratique qui pose déjà une légitimité, puisqu'on a eu un certain nombre de personnes, de juristes, qui nous sont rentrés dedans, excusez-moi l'expression, pour nous dire « mais vous n'avez aucune légitimité parce que vous n'êtes pas institutionnel, vous ne faites pas partie de la Commission nationale du débat public. » Et donc, en fait, en quelque sorte, vos travaux, la légitimité de vos travaux, on ne sait pas quelle elle est. Et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, à travers notamment l'expression d'un certain nombre de juristes, l'expression d'un certain nombre de professionnels, de spécialistes,
qu'on met en doute finalement l'expression citoyenne parce qu'elle n'est pas dans un cadre. Le questionnement des citoyens sur la réponse judiciaire, puisque c'est finalement le sujet du jour, le questionnement des citoyens sur la réponse judiciaire les a motivés finalement à proposer des mesures particulières. Et c'est une réflexion intuitive que nous avons eue, non pas une réflexion qui était basée sur quelque chose de très cadré, de très réglementaire, de très réglementé. C'était une réflexion intuitive qui nous a permis de poser des questions à des experts, à des spécialistes, à des scientifiques, et puis d'avoir une réponse. Et cette réponse, on a essayé de la comprendre et de la traduire dans des propositions. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites comme ça, et notamment, puisqu'on doit parler du droit et de la justice, on a 3 propositions faites dans 3 groupes de travail différents. Il y avait notamment dans le groupe Consommé, il y avait 5 groupes de travail dans cette convention citoyenne. Dans le groupe Consommé, il y avait le questionnement notamment d'un parquet national environnemental qu'on a retrouvé par la suite dans le projet de loi sur le parquet national européen. Il y avait cette volonté de pouvoir traduire finalement les préoccupations citoyennes vis-à-vis de l'environnement au sein d'une juridiction locale. Et on a, dans la déclinaison de cette loi, les juridictions spécialisées qui étaient un questionnement du groupe Consommé. On avait dans le groupe Produire et Travailler des questions sur l'environnement lui-même, parce qu'on s'est rendu compte que le droit, aujourd'hui, de l'environnement ne répondait pas à un certain nombre d'attaques. Ce n'est pas nous qui le disons, évidemment, nous n'avons pas les compétences ni la maîtrise nécessaire du droit pour pouvoir porter ce genre de jugement. Ce sont des spécialistes, des experts qui sont venus nous expliquer qu'effectivement, le droit aujourd'hui ne répondait pas à un certain nombre d'incriminations. Et puis, dans le groupe Se Nourrir, auquel j'appartiens, nous avons constaté que finalement, la nourriture, l'alimentation, était un besoin vital et que ce besoin vital pouvait amener des maladies, pouvait amener des invalidités, pouvait faire mourir des gens. Et on s'est demandé pourquoi quelque chose qui était censé faire vivre les gens, nous permettre de survivre, pourquoi cette façon cette agriculture, cette façon de travailler pouvait amener les gens à mourir. Et nous avons cherché, évidemment, un peu partout. Nous avons essayé de nous renseigner. Et en fait, quand vous mettez côte à côte la destruction finalement des écosystèmes et puis la nourriture, parce qu'on détruit des écosystèmes pour créer notamment des monocultures, pour créer des espaces d'exploitation pour l'homme. Et on se rend compte que si vous mettez ces mots-là côte à côte, vous avez un mot qui ressort, c'est le mot d'écocide. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur parce que ou il est mal compris, ou on a estimé que c'est quelque chose de très sexy, et que si c'est quelque chose de très sexy, on ne va pas en parler, parce que finalement, on a une définition qui est beaucoup plus sérieuse que ça, et on va vous présenter, vous, citoyens, quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Et c'est cette sorte de mépris, finalement, que nous avons subi, qui nous a incité à aller encore plus loin dans la recherche de ce qu'était un écocide. Et on s'est rendu compte qu'un écocide, c'était quelque chose d'extrêmement grave. Et j'ai noté tout à l'heure, dans les réflexions, qu'en réalité, un écocide, ce n'est pas réparable aujourd'hui. On parle beaucoup, et j'ai entendu ce matin beaucoup de réparation des environnementaux, des dégâts environnementaux. Mais dans un écocide, il n'y a pas de réparation, il n'y a que le temps qui puisse réparer. Excusez-moi, donc je me suis rendu compte aussi pendant cette matinée que les préoccupations, les attentes, les questions que nous nous sommes posées, nous à la Convention citoyenne, vous vous êtes posées les mêmes. En fait, vous avez des réponses qui sont bien plus complètes que les nôtres, puisque nous, de toute façon, en tant que citoyens, on ne peut pas les traduire directement au droit. On doit passer par des juristes, par vous, pour pouvoir les traduire dans quelque chose qui puisse rentrer dans le droit. Nous sommes finalement restés à la première impression, à la première intuition, à la première proposition, celle que n'importe quel citoyen peut faire.
c'est-à-dire comprendre une situation, l'analyser par rapport à ce qu'il vit tous les jours et voir si dans l'arsenal judiciaire, il y a une réponse. Et cette réponse, il faut qu'elle soit compréhensible pour le citoyen. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne me sentais pas forcément à ma place, parce que cette réponse judiciaire, cette explication judiciaire, elle ne va pas jusqu'au citoyen, elle s'arrête en règle générale, et c'est un constat que j'ai encore fait ce matin, elle s'arrête en général aux associations, c'est-à-dire aux représentants des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une strate supplémentaire qui fait qu'entre le pouvoir judiciaire, entre la sanction, finalement, l'explication de la sanction, l'explication du dommage, et puis le citoyen, il y a cette association au milieu, cette ONG, cette interface qui est censée traduire effectivement la préoccupation citoyenne et qui ne va pas jusque dans l'autre sens. Et je l'ai senti ce matin avec les interventions des associations et notamment les questions de la salle. Il y a finalement ce sentiment que le citoyen, finalement, il ne comprend rien, qu'il ne peut pas comprendre, il n'a pas les compétences nécessaires à comprendre, et on va mettre quelqu'un, un traducteur, entre les deux, pour pouvoir lui faire comprendre, finalement, ce qu'on a envie qu'il sache. Pour en revenir à ce groupe Se Nourrir, nous nous sommes posé la question de l'écocide, et nous sommes rendus compte que c'était une réponse extrêmement importante à apporter dans notre droit, parce que ça permettait d'une part de rendre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de rendre des choses qui sont aujourd'hui illégales, de pouvoir les rendre illégales. C'était là le premier point. Et d'avoir une sanction qui est tellement importante contre une entreprise, contre une personne morale, qu'elle n'aura pas l'envie d'aller contre la loi, parce que la sanction sera disproportionnée par rapport à ce qu'elle sera en mesure, elle, d'absorber. Parce qu'on se rend compte qu'une entreprise, par exemple, si la sanction est minime, elle prendra le risque. De toute façon, elle prendra le risque. Parce que finalement, ça ne lui coûtera pas très très cher. C'est pour ça que j'ai noté la fameuse convention judiciaire, excusez-moi de ne pas prendre les mots, de convention judiciaire d'intérêt économique, d'intérêt écologique. Vous voyez comme quoi c'est un lapsus révélateur. Je me suis posé la question, moi, en tant que citoyen, mais justement, est-ce que si une entreprise va faire un projet commercial en sachant pertinemment qu'elle va détruire des écosystèmes, et tant qu'elle n'est pas prise sur le fait, elle risque rien, et que le jour où elle sera prise sur le fait, elle sera, comme pour les tribunaux arbitraux qu'on connaît aujourd'hui, simplement négocier une peine qui lui permettra déjà de ne pas avoir une publicité négative à l'extérieur. Elle pourra conserver finalement son image de marque, y compris une image de marque verte d'ailleurs, et puis d'autre part payer finalement, et puis ne plus en faire parler. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens riches, en quelque sorte, qui peuvent se permettre de payer, qui feront ce qu'ils veulent, parce qu'ils peuvent se permettre de payer. Alors, c'est une question, ce n'est pas une accusation du tout que je pose, c'est simplement la question que je me pose, moi, en tant que citoyen, sur ce type de convention judiciaire. Et c'est pour ça que je me dis que si dans le droit, on avait véritablement une incrimination de l'écocide lui-même, peut-être que ces entreprises ne prendraient pas le risque. Et puis, dans notre recherche, excusez-moi si je suis un peu long, dans notre recherche, nous avons continué à nous demander qu'est-ce qui pouvait qualifier aussi un écocide en dehors de la destruction de ces écosystèmes. Et naturellement, avec la discussion qu'on a pu avoir de gens qui ont accepté de discuter avec nous, parce que je vous rappelle qu'au départ, on n'était pas considéré comme un exercice démocratique dans le sens exact du terme. Donc il y a des gens qui ont refusé de discuter avec nous, d'autres qui ont accepté de discuter avec nous. Et ceux qui ont accepté de discuter avec nous nous ont expliqué finalement leur position. Et nous sommes arrivés à cette notion de limite planétaire qui nous a semblé particulièrement importante, parce que dans ces 9 limites planétaires qui existent aujourd'hui, la première, c'est le climat, c'est le dérèglement climatique. Mais s'arrêter au dérèglement climatique n'est pas suffisant. Ça a été rappelé ce matin. Il y a le dérèglement climatique, il y a la déforestation notamment, il y a les changements d'usage des sols.
qui font qu'on arrive aussi à des dérèglements sanitaires avec la crise qu'on connaît aujourd'hui notamment. On sait que c'est ce rapport, on croit savoir que c'est le rapport entre les différentes infractions, si je peux me permettre l'expression, contre ces limites planétaires qui créent les conditions nécessaires sanitaires à l'émergence de pandémies telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc je continue mes papiers. En fait, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel. Moi, en tant que citoyen, j'ai posé des questions à des juristes. La réponse qu'on m'a faite concernant justement l'écocide, les limites planétaires et ce genre d'atteinte à l'habitabilité de la Terre, celle qui nous permet à nous de survivre quand même, c'est pas rien. Ce que j'ai compris, c'est que le fait de créer une loi sur l'écocide et d'inclure les limites planétaires, mais aussi la haute autorité des limites planétaires, on a parlé d'administration, enfin, excusez-moi, d'AI, une autorité administrative indépendante, excusez-moi, que moi j'appelle une haute autorité. La création de cette haute autorité permettrait un certain nombre répondrait à un certain nombre de questions, et notamment à l'évaluation climatique des lois, qui peut être très importante aussi aujourd'hui, puisqu'il y a cette dissociation entre le politique, notamment, et les actions pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ce que j'ai compris, donc, c'est qu'on peut créer aujourd'hui des lois qui combleraient le manque d'une incrimination générale des atteintes à l'environnement. J'ai appris aussi que les lois de l'environnement étaient dispersées un peu partout dans tous les codes, et on avait la possibilité justement de réunifier finalement ces différentes atteintes, et ça consacrerait aussi l'importance de la protection de l'environnement et créerait essentiellement, en ce qui me concerne en tant que citoyen, une nécessité dissuasive. Et cette nécessité dissuasive, ce n'est pas simplement en mettant en parallèle finalement des entreprises, oui, je perds mes mots finalement, parce que j'ai l'idée et je n'arrive pas à vous l'exprimer, je suis désolé. Je pense que ces entreprises-là, pour qu'elles puissent se plier finalement à la loi, il faut que la sanction qu'elles risquent soit suffisamment importante, à mon sens, pour qu'elles ne prennent pas le risque de s'y frotter. Voilà. Merci pour cette présentation qui nous a ramené aussi à un des enjeux qui a été beaucoup évoqué, et notamment à travers ce que vous avez dit sur l'écocide et le fait qu'on ne veuille pas forcément l'aborder ou qu'on dise c'est pas pour tout de suite, il n'y a pas forcément besoin, etc. Vous nous ramenez à une question qui est de l'équilibre entre l'ambition et la nécessité face aux enjeux et aux désastres, et en même temps, quelles sont les étapes et le réalisme et le pragmatisme pour viser à plus d'efficacité. Je crois qu'on est un petit peu aujourd'hui dans le débat autour de cet équilibre. Vous avez également abordé des questions, alors là, très techniques juridiquement. Je pense que les collègues y répondront, ou que les autres participants y répondront, notamment sur la question du périmètre de spécialisation entre santé et environnement, qui est une question qui est assez récurrente dans les débats, ou bien sur la nécessité de conserver le caractère public d'une décision judiciaire, y compris dans le cadre de cette convention judiciaire d'intérêt public. Vous avez rappelé toute l'importance de ce que Julien Bétaille a nommé le name and shame, qui est donc de rendre public une décision à l'égard d'un justiciable, quel qu'il soit, personne morale ou physique. Je cède tout de suite la parole à Yann Aguila pour sa première présentation. Bonjour à tous, merci beaucoup, bravo GIP, parce que c'est très très belle manifestation, et à l'inspection, puisque c'est co-organisé par
l'inspection aussi. En tout cas, bravo, je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être avec un si beau plateau et avec Mireille Delmas-Marty notamment, très honoré. J'ai beaucoup aimé l'intervention de notre citoyen qui est... Vous savez, le droit, quelque part, c'est un peu comme la phrase de Clémenceau, hein, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Parfois, le droit, finalement, c'est une chose trop sérieuse pour être confiée aux seuls juristes. Donc, c'est excellent que vous nous sollicitiez. Et puis, voilà, ça conduit à nous remettre en cause et puis à nous rappeler que le but de tout ce qu'on fait, c'est quand même, c'est ça, d'être au service des citoyens et surtout de la société. Le droit est au service de la société et pas l'inverse. Bon, bref, je ne vais pas faire trop de digressions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste peut-être 2 coups de projecteur sur, d'une part, la question vous l'avez évoqué, de l'autorité indépendante, du peut-être défenseur de l'environnement. Enfin, un point sur cette question, comment représenter la nature? Je crois que là, il y a une vraie question. Je ne sais pas quelle doit être la réponse. Il y a plusieurs réponses possibles, mais je crois qu'il faut commencer par se mettre d'accord sur le fait qu'il y a aujourd'hui une question et qu'aujourd'hui, la représentation de la nature, dans la rubrique de la représentation des intérêts devant la justice, on pourrait aussi élargir d'ailleurs dans les institutions politiques, hein, dans la gouvernance de notre pays. Cette représentation n'est pas très bien assurée. Donc peut-être quelques mots là-dessus. Et puis le deuxième sujet qui évidemment m'intéresse, Katia y a fait allusion, c'est le volet droit international. Donc je vais peut-être dire quelques mots aussi sur... Alors, la nécessité, évidemment, d'un pacte mondial pour l'environnement, ça c'est un projet que je soutiens, mais ici, surtout dans le cadre d'une réflexion sur la justice pour l'environnement, la nécessité pour le juge interne de mieux prendre en compte le droit international. Et je crois qu'on a des progrès à faire de ce côté-là. Sur le premier point, la représentation de la nature, c'est une vraie question. Qui représente la nature ? On se l'est posé, nous, notamment au Club des juristes, dans le rapport de 2012 sur le préjudice écologique. On a fait un rapport, on est très fiers d'ailleurs de voir que ce rapport a été suivi ensuite par la loi qui a intégré l'obligation de réparer le préjudice écologique dans le Code civil. Et à un moment donné, on s'est demandé... qui est légitime, qui peut venir demander réparation du préjudice écologique, comme on dit, hein, c'est le préjudice écologique pur. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, le préjudice moral de l'association, qui est un préjudice personnel de l'association. Là, on parle de demander réparation de la disparition des abeilles, des oiseaux, des poissons morts. Qui est légitime ? Alors, on a des éléments de réponse hein, dans le droit aujourd'hui, c'est pas table rase. Il y a d'abord évidemment les associations qui jouent un rôle très important dans ce domaine, les collectivités locales, on l'avait vu dans l'affaire de l'Erika, c'était les collectivités locales qui avaient engagé l'action en justice en grande partie. Bref, on a des éléments de réponse, mais ce sont des éléments de réponse et il me semble que... et il semble aux inspections dans le rapport que aucune de ces solutions n'est pleinement satisfaisante. Et notamment quand on les passe aux grilles de ce qu'on avait appelé, nous, le triple test, et je suis ravi de voir que les inspections ont repris cette idée dans le rapport, le triple test de la légitimité, de l'impartialité et de la technicité. C'est une formule pour rassembler les 3 questions qu'on pouvait se poser. D'abord, la légitimité. C'est vrai que ça conduit parfois à remettre en doute le rôle des associations. Elles ont un rôle très important, mais parfois, est-ce qu'elles sont vraiment légitimes à représenter l'intégralité de la société et donc porter au nom de tous l'intérêt de la nature? Ça n'est pas toujours le cas. Test de l'impartialité. Là, on peut avoir des doutes sur le rôle des collectivités locales ou des préfets, parce que ces institutions publiques sont obligées, évidemment, d'arbitrer entre des intérêts économiques, et c'est important, elles jouent un rôle important pour le développement économique, et puis la défense de l'environnement. Donc, elles vont faire un arbitrage.
Et ça crée une petite suspicion sur quand elles prennent une décision, admettons une décision de poursuivre ou pas, de sanctionner ou pas, ça peut créer une petite suspicion. Et puis, le test de la technicité, parce qu'il y a un moment donné, il faut une certaine compétence technique pour engager ce type d'action. Et il nous semble donc, et je suis pour ma part très favorable à ce que propose de ce point de vue le rapport, qu'il faut une autorité spécialisée, indépendante, et qui réponde à ces 3 critères d'ailleurs. Une autorité qui soit légitime, donc publique, une autorité qui soit impartiale, donc spécialisée, consacrée au sujet de l'environnement, qui ne mélange pas 300 sujets, et puis technique, qui s'entoure de compétences techniques, peut-être avec des experts, des scientifiques au sein de cette autorité. Alors après, il y a plusieurs formules, hein. Il y a la formule, effectivement, qui me paraît sans doute une des meilleures, mais il ne faut pas arrêter la réflexion. C'est une réflexion peut-être à engager. Mais la formule de l'autorité indépendante, quel que soit son nom. Alors, c'est toujours la même chose, évidemment, quand vous arrivez notamment du côté de Bercy, avec la proposition de créer une autorité indépendante, c'est tout de suite voilà, la liste rouge. On est plutôt à fusionner les autorités qu'à en créer. Alors, on peut quand même insister auprès de Bercy, parce que d'abord, pourquoi ne pas, mais ça c'est une piste, je ne dis pas que je le propose, mais je pose la question, ne pas fusionner l'ADEME et l'Agence de la biodiversité en faisant une très belle autorité environnementale qui aurait notamment cette mission, par exemple. Et puis sinon, ce qu'on disait aussi d'ailleurs dans le rapport de 2012, c'est que en fait ça peut rapporter de l'argent, parce que si cette autorité a pour mission de poursuivre les pollueurs et de demander réparation, un peu ce que fait l'EPA aux États-Unis, elle peut très bien vivre avec un fonds d'indemnisation qu'elle alimente par les dommages et intérêts qu'elle perçoit. D'ailleurs, sur le sujet de la légitimité, notamment une des questions qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que des associations sont légitimes à recevoir des dommages et intérêts au nom de la nature, surtout que ce sont des dommages et intérêts qui n'étaient pas affectés, donc rien n'empêchait les associations d'en faire ce qu'elles voulaient, non pas d'affecter ces dommages et intérêts aux actions pour la nature. Bon, donc ça peut être une autorité indépendante, ça peut être aussi, alors je ne sais pas si c'est et/ou, mais ça peut être aussi un parquet, mais à ce moment-là, un parquet spécialisé environnemental, dédié à cette question-là, pourquoi pas. Et j'ajoute aussi, pourquoi pas, un parquet comme au Brésil, chère Katia, un parquet qui a un rôle non seulement pénal, mais civil. Ce qui est un peu le cas du parquet en France, mais là, c'est dans la constitution même du Brésil. Au Brésil, c'est vraiment le parquet qui engage l'action civile en réparation du préjudice écologique. En réparation, et pas seulement en punition. Je referme la parenthèse, je ne veux pas être trop long. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, mieux prendre en compte le droit international devant les juridictions internes. Le droit international, ça a été dit à plusieurs reprises, on en a besoin. Il faut le développer. On a besoin de normes internationales et globales, puisque le problème est international et global. D'accord. De ce point de vue d'ailleurs, on manque, dans certaines rubriques, de normes internationales précises, efficaces. On manque aussi de grands principes et d'une reconnaissance des droits environnementaux. Ça, c'est l'objet du Pacte mondial pour l'environnement. Je n'ai pas le temps, à mon grand regret, de développer ce projet de pacte, mais ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Le problème majeur, en revanche, du droit international en général et du droit international de l'environnement en particulier, c'est le serpent de mer, c'est son application. On lit partout, y compris dans l'encyclique de Jean-Paul, du pape François sur Laudato Si, que c'est bien beau tous ces traités, mais ils restent inappliqués. On a un problème de mise en œuvre des traités. Alors, il y a 2 catégories de sanctions possibles. Il y a la justice internationale d'abord, à l'échelle internationale, mais là, malheureusement, c'est tout un pan de réflexion, mais malheureusement, pour le moment, l'état de la gouvernance mondiale étant ce qu'elle est, le principe de souveraineté des États étant ce qu'il est, à court terme, c'est difficile de modifier. La justice, au plan international, c'est une option, c'est facultatif, c'est rarement mis en œuvre, et de toute façon, les particuliers ne peuvent pas la saisir. Sauf le cas notable de la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, avec le recul, on se rend compte que c'est vraiment exceptionnel et formidable ce qu'on a fait avec la CEDH, de pouvoir saisir que des simples particuliers puissent saisir une Cour internationale qui peut condamner les États. C'est rarissime. Et ça n'existe pas en matière d'environnement. Donc peut-être c'est une piste pour plus tard, mais ça, ce n'est pas le sujet ici. En revanche, il y a quelque chose qui est à notre portée
qui est chez nous, et on peut le faire. Ça dépend beaucoup de la jurisprudence, malheureusement. Mais j'invite, et je l'ai déjà fait dans différents colloques ou dans des articles, j'invite vraiment nos deux juridictions suprêmes, Cour de cassation et Conseil d'État, à faire évoluer leur jurisprudence sur l'effet direct des traités en droit interne. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on pourrait se dire que le meilleur des juges pour veiller à ce que les États respectent les traités, c'est-à-dire respectent leurs promesses, ils se sont engagés, ils ont signé, ils doivent respecter leur engagement. Le meilleur des juges, c'est peut-être le juge national. Et ce que je voudrais soutenir, c'est que le juge interne, le juge national, doit devenir le garant de l'application du droit international par les États. Il l'est déjà un peu. On est dans un pays, vous savez, il y a deux conceptions, moniste ou dualiste, on est dans un pays moniste, donc théoriquement, il devrait l'être. Mais avec la conception très restrictive qu'on a de la notion d'effet direct, parce que seuls les traités qui ont un effet direct peuvent être invoqués devant le juge, le résultat, c'est que, aujourd'hui, en réalité, les grands accords environnementaux qu'on a signés, l'accord de Paris et la Convention sur la biodiversité, la plupart d'entre eux ne peuvent pas être invoqués devant le juge. Si vous les évoquez, le juge va vous dire « Désolé, ça n'est pas invocable, pas d'effet direct ». Et là, c'est une évolution de jurisprudence, ça a l'air un peu technique, mais quand même, la conséquence, elle est énorme, c'est peut-on invoquer les traités devant le juge national ? C'est rare, c'est possible, mais de manière très très restrictive, et là, de ce côté-là, la jurisprudence pourrait évoluer. Je passe tout de suite la parole à Alexandre Rambaud pour une approche, là, cette fois-ci, qui va nous sortir un petit peu des pratiques juridictionnelles. Oui. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation à intervenir ici dans cette table ronde. Alors, je ne suis pas du tout juriste, je suis chercheur en comptabilité écologique. Et à ce titre, d'ailleurs, je suis co-responsable de la chaire comptabilité écologique qui est portée par AgroParisTech Dauphine à l'Université de Reims. Et comme il a été rappelé, aussi co-directeur du département économie et société du Collège des Bernardins sur un programme qui s'appelle justement Entreprise humaine, écologie et philosophie comptable. Alors, tout un programme, hein. Quand on parle de comptabilité, on ne pense pas forcément philosophie et on pense pas forcément écologie. Alors justement, ce pourquoi je suis là, c'est pour mettre en avant un point qui est que dans la dimension comptable, on parlait de responsabilité sociale des entreprises, est une dimension qui est assez essentielle parce que la comptabilité, déjà, c'est du droit, c'est en lien d'ailleurs avec le droit économique et d'autres types de droits, le droit social, historiquement. La comptabilité, c'est là où on est comptable de quelque chose. Ça, là encore, historiquement, c'est en lien direct avec des notions de responsabilité. La comptabilité, c'est ce qui sert aussi à prendre en compte le monde dans lequel l'entreprise vit. Et comme l'a rappelé le rapport Nota-Sénard qui était introductif à la loi Pacte, toute la compréhension de l'entreprise passe par la comptabilité. C'est vraiment le langage structurel de l'entreprise. Et à l'heure actuelle, les enjeux socio-environnementaux en sont quasi absents. Ce qui fait que le monde de l'entreprise, l'univers de l'entreprise, n'intègre pas en fait ces questions environnementales. Il y a eu quelques évolutions depuis les années 90, parce que c'est des débats qui sont assez anciens, hein. Par exemple, il y a une obligation de remettre en l'état, de passer des coûts de remise en l'état des sols, mais qui ne sont pas indexés sur des objectifs particuliers. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire remettre en état un sol. On a eu des structurations de provisions, mais là aussi, par exemple, et ça montre en fait le problème du langage comptable, c'est qu'une provision, littéralement, c'est que vous avez un événement passé qui fait que vous allez avoir des obligations incertaines, à une échéance incertaine et pour un montant incertain, donc de sortir des ressources dans un cadre donné qui est de risque de façon très générique et en particulier de risque environnemental, mais qui est en fait aggloméré avec d'autres types de risques. Et donc ça n'a rien à voir avec une vraie dette entre guillemets écologique, c'est-à-dire que quand vous avez une dette écologique, quand vous avez une pollution, c'est réel, c'est pas incertain, c'est totalement certain, vous avez pollué. Et on n'est pas du tout, donc quand on parle de provision en termes environnementaux, on n'est pas du tout en train de parler d'une obligation de résultat en termes environnementaux. On est juste en train de parler d'une obligation financière avec des échéances incertaines. Donc le langage n'est pas du tout adapté et là-dessus, force est de constater que justement, quand on parle de provision environnementale, derrière, il n'y a pas cette idée de résultat environnemental. Alors, comme je le disais aussi, il y a eu un certain nombre d'évolutions en termes réglementaires.
Par exemple, au niveau européen, dans le cadre du plan d'action européen pour une finance durable, il y a la taxonomie pour les activités durables qui vient d'être votée très récemment, en juin, qui a permis en fait d'aller un peu justement sur cette idée d'objectif, d'articuler des objectifs environnementaux avec des activités que l'on peut considérer comme étant durables. Donc on commence à aller sur qu'est-ce qu'une activité durable, et derrière une obligation de donner les dépenses de l'entreprise vis-à-vis de ces activités. Et donc cette articulation entre un plan crédible de dépenses vis-à-vis d'activités dont on peut commencer à avoir une liste de ce qui est durable et ce qui ne l'est pas vis-à-vis d'objectifs. Donc on commence à avoir une articulation intéressante, on est au tout début. Le problème, c'est qu'il reste un chantier très très large pour changer encore une fois ce langage, et y compris pour aller changer aussi une certaine mentalité dans la façon d'interpréter certains concepts. Je m'explique. Une autre avancée qui a été au niveau européen, ça a été dit aussi, la directive dite NFRD sur le reporting extra-financier, qui est obligatoire pour les grandes entreprises. Et quand on lit en fait ce reporting, il y a par exemple la notion de risque qui apparaît. On dit, ça a d'ailleurs été souligné comme une grande avancée de ce reporting, c'est-à-dire d'introduire la notion de risque environnemental au niveau de l'entreprise et de l'obligation de reporting. Le problème, c'est que ce risque est compris sous l'angle de ce qu'on appelle les business risks, c'est-à-dire le risque sur le modèle d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire dans quelle mesure l'environnement atteint la création de valeur ou peut permettre une meilleure création de valeur pour l'entreprise, et absolument pas dans le sens du risque de l'entreprise sur l'environnement. Tout l'article 225 du Code de commerce qui correspond donc à la transposition de la directive sur le reporting extra-financier est rédigé avec une ambiguïté totale sur la notion de risque qui fait que les entreprises ont toute latitude pour l'interpréter sous cet angle-là. La task force sur le changement climatique européen a été entièrement intégrée sous cet angle de risque sur le modèle d'affaires des entreprises. Et ça a conduit, du coup, par exemple, l'autorité des marchés financiers, via sa commission finance durable, dont je fais partie aussi, de préciser ce point-là, qui est un point actuellement dans les débats très importants au niveau européen sur la révision de la directive sur le reporting extra-financier, qui est de dire, en fait, il doit y avoir une prise en compte du risque, mais dans un cadre purement financier. Dans le cadre financier, c'est quand on parle de l'environnement, par exemple, ou des enjeux socio-environnementaux, simplement dans des enjeux de création de valeur ou de risque de perte de valeur. Et on reste sur une perspective financière. Quand on est sur une perspective véritablement socio-environnementale, et là je reprends les termes vraiment de l'AMF, c'est qu'on doit être dans une mise en avant des impacts de l'entreprise sur la préservation des socio-écosystèmes. C'est l'AMF qui le dit, la préservation des socio-écosystèmes. Et cela parce qu'il faut prendre en compte la valeur intrinsèque de l'environnement. Ça aussi c'est dans le rapport de l'AMF, position officielle de l'AMF. C'est quand même c'est à souligner que l'autorité des marchés financiers utilise de tels termes et commence à cadrer cela comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle aussi beaucoup d'intégrer le capital naturel. On a parlé d'intégration du capital naturel de l'entreprise, et c'est une orientation au niveau international pour la prise en compte comptable de l'environnement. Le problème, c'est que le capital naturel, littéralement, et dans la quasi-totalité des interprétations, on considère que le capital naturel, c'est ce qu'on appelle un actif en comptabilité, c'est-à-dire une source de valeur actionnariale. C'est absolument pas ce n'est pas en lien avec une obligation de préservation, c'est exactement l'inverse. C'est considérer que l'environnement peut aider à créer de la valeur ou peut constituer, encore une fois, un risque sur l'entreprise. Donc par exemple, quand vous avez des phrases du type il faut investir dans le capital naturel pour réduire les risques. On a l'impression que, on est en train de faire quelque chose de très bien pour l'environnement. C'est quelque chose qui commence à arriver dans la pensée de la finance, dans la pensée comptable. Littéralement, investir dans le capital naturel pour réduire les risques, ça veut dire qu'il faut faire en sorte de faire un certain nombre d'actions pour essayer de dégager le maximum d'opportunités de l'environnement et réduire au maximum en fait, les risques probables de diminution en fait, des flux de trésorerie à venir pour l'entreprise. Voilà littéralement ce que veut dire investir dans le capital naturel pour réduire les risques. Et donc, on est en train aussi, dans énormément de situations, de mettre en place tout un système de pensée qui, sous couvert d'être vert, en fait, participe à une augmentation des impacts environnementaux et de la façon, enfin d'une mentalité qui va en fait être encore plus
favorable à une exploitation de l'environnement. Et alors, là-dessus, en réaction, est en train aussi de se mettre en place un certain nombre de programmes où là, l'idée serait de considérer le capital naturel non pas comme un actif, comme une source de valeur ou une source de risque de destruction de valeur pour l'entreprise, mais comme au sens littéral du capital historiquement, c'est-à-dire une chose capitale à conserver, c'est-à-dire une vraie dette. Et donc considérer que l'environnement et cette chose capitale qu'est l'environnement, ou ces entités naturelles qui sont capitales, devraient être considérées, ce qu'on appelle en comptabilité, comme des passifs, c'est-à-dire des véritables dettes en l'état, indexées à des résultats écologiques. Et qu'il faudrait recomprendre le langage comptable à partir de cette base-là, qui est en fait le langage, en plus, un capital comme dette, c'est quelque chose de fondamental en comptabilité, donc tout à fait compréhensible. Dans ce cadre-là, en fait, par exemple, il y a une décision de la Cour suprême du Canada qui a considéré que les obligations environnementales devaient dépasser les obligations vis-à-vis des autres créanciers. Donc il y a aussi des choses qui commencent à arriver au niveau international. En France, il y a un projet de recherche autour du modèle d'ICARE en comptabilité qui essaye justement de reformater la comptabilité à partir de cet angle-là. C'est-à-dire l'environnement comme une dette, comme une vraie dette, et non pas comme, encore une fois, une source de valeur potentielle et à optimiser. Donc voilà, je termine ici. Donc c'est pour souligner voilà, l'enjeu comptable et aussi les problématiques que l'on rencontre à l'heure actuelle à l'international. Merci beaucoup pour ce décryptage du verdissement du langage comptable qui, je crois, apporte à notre réflexion. Merci, Monsieur Raveau. Madame Delmas-Marty, vous voulez intervenir? D'abord, un grand merci et un grand bravo, parce que c'était pas évident d'organiser dans le contexte actuel une telle conférence. Et je dois dire que j'étais un peu inquiète au départ. Mais vous avez montré qu'avec de l'imagination, on arrive à faire beaucoup de choses. Et je crois que c'est un petit peu aussi ce qu'on essaye de faire avec l'environnement. Alors, votre démarche est ambitieuse. Vous la qualifiez vous-même ainsi, les 21 recommandations. C'est ambitieux parce que, en réalité, c'est sans doute ces questions de droit et de justice environnementale, de droit de l'environnement, de justice environnementale, sont des questions qui imposent peut-être pas une révolution. Je crois que quelqu'un employait l'expression de révolution intellectuelle. C'est peut-être pas jusqu'à la révolution, mais en tout cas une profonde transformation. Une profonde transformation, et c'est de cela que je voudrais vous parler, dans une double perspective en fait. Parce que la transformation, elle est nécessaire du point de vue, je dirais, de la gouvernance. S'agissant de l'environnement, c'est très difficile d'en parler seulement à un seul niveau. On est en présence d'interdépendances qui sont tellement fortes que la gouvernance est nécessairement à plusieurs niveaux. Et la difficulté, c'est que ces niveaux, il faut arriver à les articuler les uns par rapport aux autres. Et c'est ça, au fond, l'enjeu de vos recommandations. Alors, là, je dirais que, plutôt qu'une révolution, je dirais qu'il y a une recomposition à la fois juridique et politique autour d'une gouvernance à plusieurs niveaux. Alors, cette recomposition juridico-politique, elle n'est pas visible à première vue, à premier regard, dans les 21 propositions, recommandations, mais en réalité, quand on les lit attentivement, on s'aperçoit qu'elle est tout de même très présente. Bien sûr, le point de départ, c'est le niveau national. C'est un travail fait par 2 ministères qui se sont réunis, qui ont réuni leurs compétences pour faire ces propositions. Donc on est d'abord au niveau national et pourtant on le dépasse. Mais pour ce qui est du niveau national, je voudrais quand même donner quelques exemples emblématiques de ce qui me paraît porteur, particulièrement porteur et novateur dans vos recommandations. C'est d'une part la recommandation 2 sur le référé judiciaire spécial, qui peut être un instrument en effet très efficace. Et puis la recommandation 14, dont on a parlé à plusieurs reprises ici,
de renforcer la responsabilité des personnes morales en s'inspirant de la Convention judiciaire d'intérêt public qui existe, vous savez, en matière de corruption et de fraude fiscale. Donc créer une convention judiciaire écologique qui serait négociée. Alors, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure au nom des citoyens, ça peut choquer le fait que certains puissent échapper à la stigmatisation du procès pénal, de la condamnation pénale, en versant simplement une somme d'argent. Et c'est vrai que c'est une sorte de volonté de privilégier l'efficacité, l'effectivité, que la règle soit quand même appliquée, et l'efficacité, que la sanction, même si c'est simplement une amende, soit suffisamment forte pour être dissuasive. Ça ne suffit pas. Et l'idée, j'y reviendrai, le crime d'écocide serait un complément à cette procédure particulière de la Convention judiciaire écologique. Le troisième exemple qui me paraît emblématique aussi dans les recommandations, les 21 recommandations, c'est de créer des juridictions pour l'environnement dans chaque cour d'appel. Alors, je me suis aussi posé la question, pourquoi pas un parquet? Et quand vous dites juridiction, on peut le comprendre de deux manières. On peut comprendre uniquement les juridictions, les juges de jugement, éventuellement juges de la mise en état, mais aussi ça peut être un parquet. Et ça m'amène à évoquer un autre niveau de gouvernance qu'il faudra certainement mettre en place. On y a fait plusieurs allusions ici. C'est le niveau supranational européen. Alors, vous l'avez mentionné très, très rapidement dans la dernière recommandation, agir sur la scène européenne. Vous avez eu raison de le mentionner, en sachant que, et Katia Martin-Chenu l'a très bien rappelé, il y a deux Europes. Il y a l'Europe de l'Union européenne, et là, il y a des nouveautés par rapport au moment où vous avez rédigé vos recommandations. Le Green Deal, qui a été lancé par la Commission, et je vais le tenir. Et le parquet européen qui vient d'être installé, je dirais. Il n'est pas encore entré en fonction parce que tous les membres n'ont pas été nommés, mais les principaux qui sont les procureurs européens sont en place. Cela étant, comme on l'a rappelé, ce parquet européen, pour le moment, il n'est pas compétent en matière d'environnement. Pour qu'il devienne compétent, il faudrait soit un changement du traité, soit obtenir l'unanimité des États. Je crois que dans la situation politique actuelle, c'est difficile à concevoir, mais les choses peuvent changer très vite. Il suffit quelquefois d'un événement pour que les murs tombent et que ce qui était impossible hier devienne possible aujourd'hui. Donc il ne faut pas exclure, et je crois qu'il faudrait commencer à réfléchir et à travailler, peut-être avec le parquet européen qui est en train de se mettre en place, sur une éventuelle extension de la compétence en matière d'environnement. Et puis il y a l'autre Europe, l'Europe des droits de l'homme, et là, comme on l'a très bien rappelé, il y a déjà une jurisprudence qui concerne le droit à un environnement sain. Donc à travers les droits de l'homme, il y a déjà des réponses sur le droit de l'environnement, au niveau donc supranational, mais régional, européen. Alors, aux deux extrêmes, il y a aussi la gouvernance à plusieurs niveaux, c'est aussi le niveau infranational, et il est très important en matière d'environnement. Tout ne se passe pas au niveau national centralisé. Et le cadre que vous proposez du département, c'est la recommandation 15, systématiser la création de comités opérationnels départementaux de défense écologique, co-présidés par le préfet et le procureur de la République, me paraît extrêmement important comme proposition, recommandation pratique pour organiser l'échange des informations, définir des priorités de contrôle, évaluer l'impact des mesures, procéder à l'examen des situations, etc. Et puis, le quatrième niveau, on ne peut pas en faire l'économie. Parce que l'environnement ne s'arrête pas aux frontières. La pollution ne s'arrête pas aux frontières. L'environnement, les atteintes à l'environnement
sont par nature, en quelque sorte, transfrontières. Donc, le niveau supranational mondial, on ne peut pas en faire l'économie. Alors, il me semble que vous l'évoquez, en fait, à plusieurs reprises, à la fin des recommandations. D'une certaine manière, dans votre recommandation 19, créer une autorité indépendante garante de la défense des biens communs dans l'intérêt des générations futures, il appelle quelque chose au niveau mondial. Parce que si on veut défendre les biens communs mondiaux, l'environnement bien commun mondial, ça passe forcément par le niveau supranational. Et si on veut agir dans l'intérêt des générations futures, a fortiori, l'initiative d'un seul État ne suffira pas. Donc tout ce que vous dites dans cette recommandation 19 sur la saisine des citoyens, le pouvoir d'avis, de recommandation, d'injonction, la garantie de qualité, etc., je crois que ça doit s'appliquer à la fois à une autorité nationale et à une future autorité mondiale. Et là, vous rejoignez la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de créer une organisation mondiale des limites planétaires. Au départ, je me souviens qu'il avait été question de créer une organisation mondiale des biens communs. C'était d'ailleurs une proposition aussi de Nicolas Hulot, je crois. Et finalement, dans les recommandations de la Convention citoyenne, c'est l'idée d'une organisation mondiale des limites planétaires. Et c'est intéressant et c'est important, cette notion de limite planétaire qui a été reprise tout à l'heure. Alors, on peut l'introduire au plan national, mais c'est important qu'elle soit aussi conjuguée au plan supranational, surtout si par ailleurs on crée ce fameux crime d'écocide, parce que ça permet de donner une définition précise de ce qu'est l'écocide par rapport à la transgression des limites planétaires. On peut arriver à une définition beaucoup plus précise si on articule écocide et limites planétaires. Alors, l'autre recommandation qui concerne ce niveau supranational, c'est ce que vous appelez agir sur la scène, donc européenne et internationale. Et là, vous énoncez 4 actions. Promouvoir la coopération, ça paraît une évidence, mais en pratique, c'est loin d'être facile. Développer les juridictions dédiées à la protection des milieux naturels, oui, mais alors, si on les développe un peu dans tous les pays, on peut avoir à ce moment-là un droit transnational avec des réseaux de ces juridictions dédiées, et pas forcément quelque chose de vertical. C'est-à-dire il peut y avoir quelque chose de vertical avec une autorité, une organisation mondiale des biens communs, mais il peut y avoir quelque chose d'horizontal avec des réseaux constitués par les juridictions dédiées à l'environnement dans les différents pays. Alors, le pacte mondial de l'environnement, je n'en parlerai pas en présence de Yann Aguila, qui est l'inventeur en quelque sorte, et qui vous en a dit un mot. Reconnaître une protection, c'est la 4e action que vous préconisez, reconnaître une protection universelle de la biosphère au rang de bien commun mondial, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, parce que ça rejoint d'ailleurs une proposition qui avait été à un moment lancée par la Convention citoyenne et qui finalement a été retirée. C'était l'idée qu'il faudrait, en matière de protection de l'environnement, introduire une sorte de principe de cohérence entre les différentes politiques publiques. Faire qu'il y ait cohérence entre les politiques publiques économiques, on vient de nous en parler, les objectifs du marché qui sont la croissance et le profit ne sont pas forcément compatibles avec les objectifs écologiques de protection justement des limites planétaires et d'éviter de la transgression des limites planétaires. Mais il y a aussi l'articulation qui n'est pas toujours évidente entre les objectifs écologiques et les objectifs tout simplement humains, des droits humains. Les droits humains, on peut faire entrer le droit à l'environnement sain comme un droit de l'homme, mais il y a parfois des conflits potentiels. Tout n'est pas simple dans l'articulation droits humains et
et protection de l'environnement. L'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était de protéger les humains de la terreur et de la misère. Mais pour se protéger de la terreur et de la misère, il y avait aussi parfois des réponses qui pouvaient être menaçantes pour l'environnement. Donc tout cela n'est pas si simple. Alors, le deuxième axe, j'irai plus vite parce qu'il ne doit pas rester beaucoup de temps. Le deuxième axe que je voulais aborder, c'était l'idée d'une refondation anthropologique. C'est-à-dire, pour le moment, on a parlé juridique, politique et juridique, on a parlé des acteurs. En parlant de refondation anthropologique, je parlerai plutôt des valeurs. Est-ce que la protection de l'environnement ne nous amène pas à réfléchir sur l'institution d'une communauté mondiale de destin? Parce que quand on réfléchit, les communautés nationales, qui sont le niveau qu'on connaît le mieux à l'heure actuelle, elles se sont construites comment? Elles se sont construites sur un passé commun, sur une histoire commune et sur un travail de la mémoire. La mémoire qui joue d'ailleurs un peu avec l'oubli parfois. Donc ça, ce sont les communautés nationales. Mais la communauté mondiale, si elle émerge, je crois qu'elle commence à émerger notamment dans le domaine de l'environnement et en particulier du changement climatique, elle ne peut pas se construire sur une histoire qui n'est pas commune, elle ne peut pas se construire sur une mémoire qui n'est pas commune, mais elle peut se construire sur un destin. Et au lieu de la mémoire, elle implique l'anticipation. Elle implique ce que j'appelle volontiers des récits d'anticipation. Or, quels sont les récits que nous avons à notre disposition pour penser les questions d'environnement? À première vue, on n'a pas beaucoup de choix. On a l'anticipation la plus répandue, notamment chez les jeunes générations, c'est le récit catastrophe, le récit du grand effondrement. Alors le récit du grand effondrement, qui est même devenu un courant de pensée avec la collapsologie, il se développe comme une sorte de processus qui se manifeste par le changement climatique, par l'épuisement des ressources planétaires, par la transgression des limites planétaires, et pourrait aboutir à une désorganisation progressive de la société. D'ailleurs, je dirais que la pandémie nous donne déjà une petite idée de ce que peut être la rapidité de désorganisation d'une société. Alors, qu'est-ce qu'on a comme alternative au grand effondrement? Le problème, c'est que l'effondrement, il provoque, il entraîne des réactions de peur. Donc, l'alternative, l'apparente la plus visible, je dirais que c'est le récit chinois des nouvelles routes de la soie qui combine en fait le tout marché, les sociétés de la croissance, le tout numérique, les sociétés de l'innovation technologique, et le tout contrôle des sociétés de la peur. Et avec déjà ce qu'on voit se mettre en place en matière de pandémie, on peut s'inquiéter de ce récit alternatif. Les Chinois parlent volontiers de la grande harmonie ou de la grande paix, mais derrière, moi, je vois poindre le grand asservissement qui utilise les données technologiques, les nouvelles technologies, pour imposer des choix qui ne sont pas discutables. Il y a une sorte d'infantilisation au nom de la peur, de déshumanisation même, qui pointe à l'horizon. Alors, il me semble que, je terminerai par là, nous avons besoin d'un troisième récit d'anticipation qui pourrait précisément s'inspirer des courants écologiques. Les courants écologiques, je pense au contrat naturel de Michel Serres, les courants anthropologiques, je pense au modèle de relation entre les humains et les non-humains de l'anthropologue Philippe Descola. Et même, on trouve des éléments de réflexion dans les courants littéraires. Je pense au poète Édouard Glissant, qui a inventé ce concept de la mondialité. La mondialité, pour lui, c'est l'envers de la mondialisation déshumanisante. La mondialité, il dit, c'est l'aventure sans précédent, l'aventure. Donc, il y a un côté imprévisible. L'aventure sans précédent qu'il nous est donné de vivre dans un espace-temps qui, pour la première fois, réellement et de manière foudroyante, se conçoit à la fois unique et multiple et inextricable. Alors, autrement dit, il suggère qu'il peut y avoir un récit aventure, et ce récit aventure,
on peut le concevoir, non pas à partir de la peur peut être rassembleuse à certains points de vue, mais elle ne crée pas un véritable lien social. La peur ne suffira pas à constituer une communauté mondiale. En revanche, c'est l'imagination dont on a besoin. Et au fond, dans les exemples qu'on a cités, que ce soit la justice climatique, que ce soit la notion d'écocide, que ce soit la création d'un pacte international, chaque fois, on a l'impression qu'il y a un travail d'imagination. Et c'est ce qui permet au juge national de devenir, le cas échéant, un juge mondial, en faisant entrer le droit international dans son argument juridique. Donc c'est ce qui permet, au fond, de faire du neuf avec de l'ancien. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir les nouveaux instruments juridiques qu'on réclame. On peut déjà, avec les instruments existants, faire du neuf. Vous savez, c'était la définition que François Jacob, dans son livre sur l'évolution du vivant, donnait du bricolage. Il disait le vivant a évolué par bricolage, et le bricolage, c'est faire du neuf avec de l'ancien. Ben, moi, je crois que le droit de l'environnement, il faut aussi qu'il évolue par bricolage, pour donner la place à l'imagination, à l'imaginaire. Et je pense que ce lieu même du Collège des Bernardins est un des lieux où les imaginaires se rencontrent. Les imaginaires scientifiques, les imaginaires des sciences, des cultures, des religions. Cette rencontre des imaginaires ne peut que contribuer à cette invention permanente que serait la protection de notre environnement. Merci.